référendum d'initiative partagée, deux de chute. Tel pourrait être le jugement abrupt d'un joueur de bridge après avoir lu les deux décisions du Conseil constitutionnel du 14 avril et du 3 mai, rejetant les deux propositions de loi destinées à être soumises à un référendum d'initiative partagée déposées par la gauche de l'Assemblée nationale et du Sénat, toutes tendances confondues. Au-delà des considérations d'espèce, et en réalité de l'absence de controverse sur ce sujet, à la différence de ce qui s'est passé après la décision du 14 avril sur la loi retraite, il y a lieu de faire le point. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'une proposition de loi, car tel est l'objet du RIP, qui ne modifie pas l'état du droit en présence au moment où cette proposition est déposée et où le Conseil constitutionnel est saisi, ne s'appelle pas une réforme. Si vous ne changez pas quelque chose, eh bien vous ne réformez pas. Et donc s'il n'y a pas de réforme, on n'est pas dans le champ de l'article 11 de la Constitution et la procédure est vouée à l'échec. Tel a été le cas aussi bien pour la première tentative que pour la seconde, même si dans ce deuxième cas, on avait ajouté à une modification du Code du travail et de quelques autres textes sur la retraite une modification fiscale permettant le cas échéant de financer les modifications du régime de retraite. Mais point n'est là l'essentiel. Personne n'avait beaucoup de doutes sur la possibilité que cette procédure se poursuive. Elle a échoué, il faut en prendre acte, et surtout maintenant se poser la question, est-ce que ce référendum d'initiative partagée a un avenir? Rappelons qu'il a été introduit dans la Constitution par la révision de 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais le texte adopté découle très très largement de celui proposé par la commission Vedel en 1993 et donc auquel j'avais apporté à l'époque mon accord. Certes, je continue à être partisan d'un référendum que j'appellerais d'initiative non gouvernementale ou non présidentielle, c'est-à-dire d'une possibilité pour un groupe de citoyens, un groupe évidemment important de citoyens, de soumettre un texte à débat et d'obliger non pas à ce que ce texte soit adopté, mais à obliger à ce qu'il soit débattu. Tel est l'objet en réalité d'un référendum d'initiative populaire, si le P est modifié dans sa signification, ou d'un référendum d'initiative minoritaire, si l'on veut adopter une autre terminologie. Mais là, peu importe. Le système mis en place en 2008, avec son commencement par des parlementaires, son aval éventuel par le Conseil constitutionnel, le soutien par 1/10 du corps électoral et ensuite une procédure un peu compliquée ou parlementaire ou référendaire selon les cas, est faite pour ne pas fonctionner, disons les choses clairement. Il fallait le faire, mais ça a été fait de telle façon à ce que l'échec soit programmé. On sait qu'une seule tentative a eu lieu, celle sur l'aéroport de Paris, mais elle n'a pas recueilli les 4,8 millions de signatures nécessaires pour aller plus loin. Alors, posons-nous la question. Est-ce que dans ce moment très particulier de notre démocratie française, où l'opinion publique est instable, où il y a des récriminations fortes contre le système de décision, il ne faudrait pas essayer de trouver, à travers un référendum d'initiative non présidentielle ou non gouvernementale, une possibilité que ceux qui ont envie de s'exprimer puissent le faire? Ne faudrait-il pas introduire, en fin de compte, un procédé de concurrence, une procédure de concurrence parallèlement à la procédure parlementaire, laquelle, on le sait, est très largement pilotée par le président de la République et le gouvernement. Alors, sur ce point, il n'y a sans doute pas accord entre tous les partenaires et toutes les forces politiques. Le référendum est d'abord mal vu, quelle que soit son organisation, par les députés et les sénateurs, parce que c'est une entorse à leur pouvoir de décision. Et comme on ne sait jamais très bien comment le peuple va se prononcer, heureusement d'ailleurs, il y a toujours un risque. Du côté du président de la République se posera inévitablement et indéfiniment la question de savoir si, lorsqu'il organise un référendum, il doit s'engager dessus. Est-ce qu'il doit mettre son mandat en jeu?
ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1962 ou en 1969, avec la conséquence de son départ dans le deuxième cas, mais ce que n'avait pas fait Jacques Chirac à propos du référendum sur la Constitution européenne. Et donc on a vu cette situation, un référendum rejeté, un président qui reste, mais qui reste automatiquement affaibli. Alors, est-ce qu'il y a des voies possibles pour s'en sortir et pour imaginer quelque chose de plus facile et surtout de plus opérationnel? Sûrement. Il faudrait probablement que l'initiative soit entièrement populaire et non plus à la fois parlementaire et populaire. Bon, sûrement pas un dixième du corps électoral, c'est beaucoup trop. Quel est le seuil idéal? Il faudrait le demander à nos amis suisses ou italiens qui connaissent ce type de procédure, mais il faut réfléchir à cela. Il faut évidemment maintenir le contrôle du Conseil constitutionnel. On ne peut pas admettre de soumettre au peuple français une proposition qui soit contraire à la Constitution, hors procédure de révision de la Constitution. Mais il faut s'interroger sur la notion de réforme. Qu'est-ce que c'est qu'une réforme et à quoi mesure-t-on l'importance d'une réforme? Et puis ensuite, il faut s'interroger sur les modalités de recueil d'éventuelles signatures complémentaires, de la campagne électorale, de la possibilité pour le Parlement de reprendre la main. Bref, il y a toute une série de thèmes, de sujets à préciser et surtout à débattre. Alors, lançons simplement une idée. Est-ce que, indépendamment de la réforme institutionnelle que le président de la République envisage et dont il a dit qu'elle serait annoncée à l'automne, il ne faudrait pas lancer un débat uniquement sur ce référendum, appelons-le toujours d'initiative partagée, et comme les conventions citoyennes sont à la mode, et que la dernière sur la fin de vie a plutôt donné de bons résultats, ne pourrait-on pas imaginer de réunir une convention à la fois d'experts et de citoyens, plus évidemment des représentants des forces politiques, pour approfondir ce sujet, l'éclairer? C'est un sujet où rien n'est écrit d'avance, et alors là, il faudrait faire confiance au débat, à un long débat, car les enjeux ne sont pas aussi simples qu'on le dit parfois, mais est-ce que ce n'est pas une bonne occasion de réconcilier une certaine forme de débat, de participation des citoyens et d'amélioration du fonctionnement de la démocratie? Espérons que ce message sera entendu. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en reparler. À très bientôt. Au revoir.